Bienvenue sur CivilNet, mon invité est Tigran Yegavian. Il est un expert du Moyen-Orient et il a un œil acéré sur le Caucase. Il est également journaliste et professeur à l'université. Ensemble, on va aborder les derniers événements qui se sont produits en Arménie et voir comment cela influence la politique et la géopolitique d'Erevan. Bonjour Tigran, Bonjour merci Annie. d'être avec nous. Merci pour l'invitation. On va commencer par l'église arménienne. C'est de la politique intérieure. Depuis plusieurs semaines, on observe qu'il y a énormément de tensions entre l'église arménienne et l'État. Juste pour remettre en contexte, on a des arrestations de primat du diocèse de Chirac et Michaela Djaparian. On a eu aussi l'arrestation de Bagrat Galsanian, qui était lui primat du Tavush à l'époque et qui a commencé à être dans l'opposition, à lancer son mouvement contre Nicole Pachinian et sa politique de démarcation avec l'Azerbaïdjan en été 2024, qui s'appelle Tavush pour la patrie. On a aussi énormément de critiques et d'insultes qui sont en direction de Garegin II, qui est pour lui le patriarche suprême de tous les Arméniens. C'est vraiment il représente, c'est un peu le pape des Arméniens. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Comment est-ce que vous interprétez ces crispations? Est-ce qu'il y a un acharnement politique, étatique qui est justifié du gouvernement de Pachinian parce qu'il y a une réelle peur d'un opposant, ou bien c'est pas du tout fondé cette crainte? J'ai un avis partagé. Bon, déjà un regard de diasporique, c'est-à-dire que pour beaucoup de diasporiques, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas d'Arménie, l'Église, c'est la colonne vertébrale de l'identité nationale. Donc c'est quelque chose de sacré. Et le fait que le chef de l'État insulte le catholicos de tous les Arméniens, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, eh bien effectivement, c'est un très très mauvais signal envoyé à la nation tout entière, diaspora Arménie, Artsakh. C'est aussi, je crois, à mon sens, quelque chose qui affaiblit l'Arménie à l'extérieur. Alors il y a beaucoup, vu de diaspora, vous avez beaucoup d'interprétations, de surinterprétations, que ce serait dicté par un agenda azerbaïdjanais parce que la Turquie et l'Azerbaïdjan voient la très mauvais œil que l'Église arménienne continue de défendre le droit au retour des Artsakhiot, s'inquiète du patrimoine. Tout cela est vrai, avéré. Tout cela explique en partie seulement la réaction, pour le coup, extrêmement violente du pouvoir politique. Mais essayons de nous contextualiser un petit peu, Annie, parce qu'on est là pour ça, hein, contextualiser. Ça date pas d'hier déjà, cette affaire. Hein. Déjà, il faut comprendre que l'Église arménienne, depuis que Catholicos est au pouvoir en 99, a toujours pris le parti des oligarques. Hein. Ça, c'est très clair. C'est l'Église des riches, c'est pas l'Église du peuple. Et lorsqu'il y a eu la révolution de velours en 2018, eh bien, on a pu comprendre qu'il y avait déjà des frictions entre le pouvoir politique issu de la société civile et l'Église qui était plutôt, je dirais, en affinité avec, entre guillemets, les anciens. Cela étant dit, le problème qui se pose, c'est que le débat ne pose pas les vrais sujets. On a des critiques obscènes, mais on ne pose pas la question de quelle est la nature de la relation entre l'Église et l'État. Or, l'article 18 et l'article 17 de la Constitution arménienne est très flou. L'Arménie est censée être un État laïque, parce que dans l'article 17, ils disent que l'Église et l'État sont séparés. Mais l'article 18 dit, attention, l'Église a un rôle spécial. On ne sait pas c'est quoi, mais il est spécial. Deuxièmement, les relations entre l'Église et l'État sont gérées par la loi. Mais que dit la loi? Encore une fois, c'est le flou le plus artistique. Alors, je crois que le souci, c'est que l'Église, depuis 2020, fait de la politique. C'est-à-dire que depuis la guerre des 44 jours, très clairement, l'Église est sortie de sa réserve. Et est-ce que vous avez entendu le Catholicos ou le Saint-Siège de Chmiadzin dénoncer l'engagement de Monseigneur Bagrat? Non, c'est un soutien tacite. Il ne l'a pas appuyé ouvertement, mais il ne l'a pas dénoncé. Donc tout cela s'inscrit dans une lignée, si vous voulez, est un très mauvais signal que l'Église envoie au pouvoir politique qui, pour le coup, veut régler ses comptes avec le Saint-Siège de Chmiadzin pour des histoires d'argent, des histoires de fiscalité. N'oubliez pas que l'Église n'est pas qu'un acteur spirituel, malheureusement, c'est aussi un acteur économique, puisqu'elle est propriétaire de la chaîne de supermarchés Norzovk. Donc tout ça, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que le Catholicos, il a été entaché dans plusieurs affaires de corruption, les Panama Papers, il y avait son nom sur la liste. Donc c'est très facile d'attaquer de façon obscène le Catholicos sur sa vie privée qui ne regarde que lui, et c'est une autre chose que de réclamer de la transparence et surtout de réguler une relation qui est pas très saine, puisque ce qui manque, en fait, c'est un concordat, c'est-à-dire une relation qui soit mieux cadrée,
et dans lequel aussi l'Église soit plus efficace, parce que le problème qui se pose à l'Arménie, mais aussi à la diaspora, c'est un effondrement spirituel, c'est une quête de sens, et les ennemis en profitent de l'Église, en profitent, notamment les sectes qui pullulent. Hein. Moi, je vous invite à vous intéresser un peu à ces sujets d'investigation. Ouais, vous verrez qu'elles ont le vent en poupe. Donc tout cela affaiblit tout le monde. Et les acteurs concernés, que ce soit le pouvoir politique, mais aussi l'autorité ecclésiale, ne sont pas à la hauteur des enjeux, très clairement. On a une église aussi qui est quand même, donc elle sort complètement de son carcan clérical, elle décide d'aller en politique au lieu de se concentrer finalement sur une population qui est en perte de foi, comme vous le dites. Enfin, c'est une population qui est en perte de foi depuis longtemps, mais au lieu de travailler là-dessus, ce que je veux dire, c'est est-ce que finalement, si elle se dirige vers la politique et décide qu'il faut sortir Pachinian, est-ce qu'elle n'est pas un réel, est-ce que l'Église n'est pas un réel danger dans ce cas-là? Tout le monde est dangereux dans cette affaire. Justifié? Tout le monde est dangereux. Pachinian est dangereux quand il dit qu'il veut démissionner par la force le catholicos et le remplacer par un autre catholicos qui lui serait, je dirais, soumis, loyal. Ça renvoie à la mémoire bolchevique, ça renvoie à la mémoire de la soviétisation forcée de l'Arménie en 1920-21 et surtout comment le pouvoir bolchevique avait essayé de détruire l'Église arménienne en la remplaçant par une Église du peuple, entre guillemets, une Église qui soit complètement à la botte du pouvoir. Donc ça renvoie à cet imaginaire. Je ne dis pas qu'il va faire exactement comme eux, mais quand on connaît un peu notre histoire, eh bien c'est un signe très très inquiétant. De son côté, je ne vois pas, malheureusement, je peux me tromper, l'once d'une volonté de dialogue de la part du Saint-Siège d'Etchmiadzin, que ce soit vis-à-vis du pouvoir politique, mais aussi des autres sièges qui comptent dans la diaspora. Je pense notamment au Catholicosat de Cilicie, qui, sa sainteté à Rame Ier, qui est un peu le numéro 2 de l'Église, qui est catholicos, est considéré à Etchmiadzin un peu comme je dirais un sujet, un vassal, ce qui est un très mauvais signal qu'ils envoient aussi à la diaspora, alors que cette autorité veut faire de la médiation, veut, entre guillemets, rétablir l'Église au centre du village, passez-moi cette expression, c'est-à-dire véritablement aplanir les différends et puis surtout remonter un peu le niveau du débat, parce que là, on est vraiment descendu extrêmement bas et encore une fois, c'est un très mauvais coup porté à l'image de l'Arménie et des Arméniens dans le monde en général. Je sais que c'est un sujet, ça on va faire court, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur Samvel Karapetyan. Ah oui. Parce que lui, Samvel Karapetyan, c'est un homme d'affaires qui est très très riche. Russo-arménien. Voilà, russo-arménien, souvent. Et qui possède une chaîne de restauration, on va dire fast-food plutôt du style. C'est quelqu'un qui a de l'influence au niveau politique, puisqu'il appartient à la génération de ceux qui étaient sous Serge Sargsyan et qui avait énormément de privilèges en tant que personne riche et qui avait certainement une mainmise sur la politique. Et donc, Samvel Karapetyan a défendu l'Église. Ça donne aussi une mauvaise image, je trouve, de l'Église quand même, d'avoir un oligarque qui, en quelque sorte, défend un petit peu aussi... c'est comme Gagzaroukian aussi, hein, voilà. qui ne manque pas, qui a construit des églises énormes, alors que c'est un homme très féodal. J'aurais vraiment aimé que l'Église s'investisse autant pour l'Artsakh, lors du blocus, hein, pas après, comme elle le fait maintenant pour Samvel Karapetyan. Or, où était l'Église? Où était l'Église lorsque cette population crevait de faim littéralement, et lorsqu'elle est sortie finalement, elle a été chassée comme des chiens par Aliyev, où était l'Église? Alors certes, ils ont fait des choses, mais très honnêtement, c'était très très loin de ce qu'on aurait pu attendre d'une institution aussi capitale pour le salut de la nation. Donc, Samvel Karapetyan est tout à fait, je dirais, dans sa légitimité, dans son droit de défendre l'Église, parce que c'est un fidèle, c'est un philanthrope qui a aidé l'Église, mais il a aussi un agenda politique. Et cet agenda politique, vous ne l'avez pas échappé, qu'il n'est pas très loin de l'agenda politique russe. Et je vous donne une anecdote. Je n'ai jamais reçu autant de demandes d'interviews de médias russes depuis l'affaire Samvel Karapetyan. Alors, je ne suis pas un complotiste, mais quand même, c'est assez parlant. Je me rappelle, j'ai reçu, je crois, au moins 3 ou 4 messages sur des réseaux sociaux de journalistes russes, mais vraiment de chaînes francophones russes officielles, me demandant de commenter l'arrestation de Samvel Karapetyan. Donc, Karapetyan qui se lance en politique, moi, ça me rappelle une chose. Regardez pas très loin, regardez la Géorgie, regardez le parti Le Rêve géorgien, qui a un parti d'oligarques, oui, avec un agenda géopolitiquement russe, avec un profil d'oligarque extrêmement hostile à l'Union européenne, aux États-Unis. Moi, je crois qu'il y a une inspiration. En tout cas, je ne sais pas s'il est
concrètement sur cette voie-là, mais il y a beaucoup de similitudes avec l'expérience du parti géorgien. Alors s'il appelait son parti le rêve arménien, du coup, ça serait pour le coup très ironique et un clin d'œil pour le coup un peu grossier. Ouais. Sortons un petit peu de l'Église et allons plutôt dans le sud de l'Arménie, dans le sionique, qui est aussi un thème brûlant pour l'Arménie et qui représente un gros enjeu. C'est le soi-disant corridor de Zangezur, c'est le terme qu'utilisent les Azerbaïdjanais pour parler d'un chemin qui connecterait donc leur exclave de Nakhitchevan à Bakou, en passant par l'Arménie, donc dans le sud de la province du Sunik. Et donc, ils n'arrêtent pas de parler de ce fameux corridor en disant que est-ce que c'est devenu en quelque sorte la condition sine qua non quand on parle de traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Est-ce que si on veut atteindre la paix, un traité de paix avec l'Azerbaïdjan, on est obligé de trouver un compromis vis-à-vis de ce fameux chemin. Donc, on pourrait recontextualiser, on a expliqué d'abord ce que c'est que ce corridor et quelles sont les conditions qui sont imposées par l'Azerbaïdjan. Voilà, ça va être difficile de synthétiser, mais c'est une très vieille histoire qui remonte bien avant la guerre de 2020, puisque cette histoire de corridor était déjà présente dans les négociations de paix sous l'égide du groupe de Minsk dans les années 2000. Et même qu'il y avait le fameux plan Goebbels à l'époque de Robert Koucharian, donc ce diplomate américain qui avait proposé un échange, le corridor de Lachin contre le corridor de Syunik. Donc ça a toujours été dans les tiroirs, cette affaire de relier la souveraineté, le territoire de l'Azerbaïdjan avec le Nakhitchevan, qui est lui-même à 9 km de frontière avec la Turquie, d'où cette appellation de corridor pan-turquiste d'un point de vue arménien. Moi, je pense que la question du corridor extraterritorial, appelez-le comme vous voulez, ou déblocage de votre communication, ce qui n'a rien à voir, elle n'est pas subordonnée au traité de paix. Plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je pense que l'Azerbaïdjan, elle, ce qu'elle cherche, c'est pas la paix, c'est le corridor. Et l'Arménie, ce qu'elle cherche, ce n'est pas un corridor, mais c'est un déblocage des voies de communication dans le cadre de ce projet de carrefour de la paix, qui est un projet défendu par la diplomatie arménienne, qui est certes très louable, mais qui reste sur le papier tant que nous n'ayons pas de partenaires intéressés. Donc l'Arménie veut un carrefour de la paix, elle est pour le déblocage des voies de communication sous réserve de contrôle douanier, puisque c'est dans le respect de la souveraineté. L'Azerbaïdjan en a cure. L'Azerbaïdjan, ce qu'elle veut, c'est un corridor extraterritorial. Et dans cette affaire, eh bien, elle n'est pas seule, puisqu'elle est soutenue par la Turquie, certes, mais aussi par des puissances occidentales, Royaume-Uni, qui est le grand allié, grand discret allié avec Israël de l'Azerbaïdjan depuis toujours, dans le cadre de sa grande rivalité avec la Russie, mais les États-Unis sont tout à fait, je dirais, favorables, tant qu'ils auraient un droit de regard aussi, ça affaiblirait la Russie, et puis ça permettrait de faire de la Turquie un hub, un carrefour des importations d'hydrocarbures de la Caspienne. Donc beaucoup d'enjeux, des enjeux qui dépassent de très loin la rivalité, le différend arméno-azerbaïdjanais, des acteurs géopolitiques affaiblis, Iran, bien sûr, qui est hostile, parce qu'elle ne veut pas perdre sa frontière avec l'Arménie et la Russie, et les Américains qui jouent un jeu, pour le coup, un peu trouble, mais surtout qui montrent un regain d'intérêt récent, parce que l'année dernière, on n'en parlait pas, ils étaient vraiment, c'était les élections, donc c'est un intérêt récent. Je crois que le projet américain de Trump, c'est qu'il s'est cassé les dents, entre guillemets, en Ukraine. Il pensait qu'en 24 heures, l'affaire serait close. Or, on est très loin du compte. L'Arménie et l'Azerbaïdjan, pour lui, c'est vraiment un conflit périphérique qui pourrait être réglé à ses yeux de façon beaucoup plus facile que le conflit russo-ukrainien. Donc, il y va d'une perspective transactionnelle, parce qu'il veut bien sûr de l'argent avec ce corridor, mais aussi opportuniste, parce que s'il arrive à décrocher un plan de paix, ne serait-ce que sur le papier, eh bien, c'est le jackpot pour le prix Nobel. Donc, il y a aussi cette dimension à prendre en compte dans le regret d'intérêt américain sur cette affaire qui est extrêmement complexe. Donc oui, c'est donc pour recontextualiser un petit peu, c'était les États-Unis qui disaient que la question était presque réglée c'est ça. Et puis ça a été vite démenti aussi par l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui ont dit non, il est hors de question d'avoir un chemin neutre pour l'Arménie qui traverserait leur pays et qui ne permettrait pas à l'Arménie d'avoir sa souveraineté. Donc l'Arménie continue à vouloir sa souveraineté sur son propre territoire, ce qui est légitime, alors que l'Azerbaïdjan ne veut pas de la souveraineté de l'Arménie sur le chemin qui relierait de Nakhitchevan à Bakou. L'Azerbaïdjan poursuit la stratégie du salami, c'est-à-dire c'est de dévitaliser progressivement l'Arménie par plusieurs biais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'Arménie souffre de différents types d'insécurité. La première insécurité, elle est d'ordre démographique, puisque vous avez vu le rapport de force avec l'Azerbaïdjan, il est totalement disproportionné. Et puis l'Arménie perd toujours de la population. Et ce n'est pas l'afflux des réfugiés altsariotes qui sont mal intégrés et l'absence de politique d'intégration
d'une diaspora, en tout cas l'équivalent d'une agence arménienne de rapatriement sélectif qui permettrait à des milliers d'Arméniens de la diaspora compétents, avec des compétences requises pour le développement de l'État, qu'on va pouvoir inverser cette très inquiétante tendance. Donc, insécurité démographique, insécurité énergétique, puisque l'Arménie est encore trop dépendante de la Russie pour ses importations en gaz, même si elle essaye de diversifier, on est encore très loin du compte. Insécurité agroalimentaire, puisque l'Arménie n'est pas autosuffisante, et encore une fois, elle n'a pas diversifié ses approvisionnements en céréales. C'est encore la Russie qui a le monopole d'importation. Majorité, oui. Ce qui est tout à fait, je veux dire, qui dépasse l'entendement. Insécurité culturelle, politique, on l'a abordé bien sûr avec la polarisation et la tension avec l'Église, alors qu'on a besoin justement d'une troisième voie. Donc toutes ces insécurités qui s'accumulent, bien sûr, elles contribuent à un Azerbaïdjan toujours plus confiant sur l'incapacité de l'Arménie à organiser sa propre défense et à restructurer son État. Donc c'est effectivement une inquiétude que je partage avec vous, mais c'est aussi un constat. Un constat, je dirais que je résumerai en une phrase, c'est que les dirigeants arméniens peuvent être des bons tacticiens, mais ce ne sont pas des stratèges. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'on est des tacticiens qui font un coup après l'autre, mais qui sont incapables de voir plus loin que le bout de leur nez, quoi. Et même si le nez est grand, mais même c'est terrible parce que on est un pays de montagne. L'Arménie, c'est un pays de montagne. Donc, qui dit montagne dit les cimes. On monte sur la cime pour voir beaucoup plus à 380 degrés. L'Arménie est un point d'observation extrêmement unique dans la région. Et qui dit montagne dit aussi calcul du risque, comment redescendre après avoir monté. Et je ne vois pas ça dans la diplomatie, je ne vois pas ça dans l'appareil de défense. C'est encore une fois un grand paradoxe arménien que de ne pas être des stratèges pour des bons joueurs d'échecs. Et alors pour l'Iran, dans tout ça, on l'a abordé, comment l'Iran voit ces nouvelles, pas négociations, mais en tout cas ces nouvelles déclarations, le fait que la Turquie dise que l'Arménie est en train d'affaiblir son discours qui était jusque-là ferme sur le corridor de Zangezur, le fait que les États-Unis disent voilà, bah, nous on est dans le jeu, on est entré dans le jeu, que l'Arménie a dit récemment qu'ils sont pour une troisième figure pour gérer ces négociations, tout en gardant sa souveraineté. Mais bon, donc l'Arménie est d'accord pour imaginer les États-Unis dans la conversation, ce qui est problématique pour l'Iran. Pour l'Iran, c'est un cauchemar géopolitique. Voilà. Pourquoi c'est un cauchemar? Parce que déjà, ils avaient Israël en Azerbaïdjan, et la présence israélienne qui est très, très quand même significative, même si elle est discrète. Et maintenant, il y a les Américains qui s'invitent à la partie. Donc, vous avez l'axe américano-israélien sur son flanc nord, c'est un cauchemar géopolitique. Et le souci de l'Iran, c'est que ce pays n'a pas les moyens de lancer une guerre conventionnelle contre l'Azerbaïdjan. Parce que la dernière fois que l'Iran a fait la guerre, c'était contre l'Irak en 1980-88. Depuis, l'Iran avait construit son architecture de sécurité via ses proxys, c'est-à-dire des milices qui leur étaient alliées, mais pas forcément vassales. Je pense au Hezbollah libanais, je pense aux milices chiites irakiennes, bien sûr au Yémen, les Houthis. L'Iran n'a pas les moyens de créer un Hezbollah en Azerbaïdjan, même s'ils ont essayé. Donc, ils voient l'Azerbaïdjan comme un proxy israélien. Et ils voient une Arménie qui pivote vers l'ouest. Et d'ailleurs, mes interlocuteurs iraniens que je rencontre pour mon travail, officiels me disent nous n'aimons pas Pachinian. On n'aime pas Pachinian parce que c'est un dirigeant pro-occidental. Alors moi, j'essaie un peu de nuancer le propos, que c'est plus compliqué que ça, c'est un tacticien, c'est pas un stratège. Mais oui, c'est un cauchemar géopolitique pour l'Iran que d'imaginer une présence américaine sur son flanc nord. Mais en même temps, l'Iran, à chaque fois, a fermé son soutien à l'Arménie dans son intégrité territoriale. Pas pour les beaux yeux de l'Arménie, ouais. Mais juste parce qu'elle a besoin d'une frontière pour pouvoir avoir une voie d'accès vers la Russie et le Nord. Encore une fois, rappelez-vous, en 1991-94, j'étais petite, mais l'Iran était plutôt favorable à l'Arménie pendant la guerre du Haut-Karabakh parce qu'il y avait cette hantise de l'irrédentisme azerbaïdjanais en Iran, parce qu'il y a 20 millions d'Azyris en Iran, donc c'était vraiment faire barrage à ce projet pan-turquiste, pan-touraniste. 2020, la presse iranienne, l'opinion publique iranienne était pro-azerbaïdjanaise. Le guide Ali Khamenei avait fait des prises de parole pro-azerbaïdjanaises contre l'Artsakh, et ils avaient soutenu justement la reconquête de l'Artsakh. Et puis les choses ont changé à partir de l'agression de 21 et 22, lorsque c'est le territoire souverain, la République d'Arménie, qui s'est retrouvé agressé. Donc l'Iran joue un petit peu le chaud et le froid avec l'Azerbaïdjan, avec l'Arménie. On a des discours contradictoires, mais c'est une très très grande diplomatie. C'est un grand État qui a encore les moyens, je crois, de résister aux pressions américano-israéliennes, mais qui est extrêmement affaibli et qui a perdu aussi beaucoup de ses leviers de pression sur l'Azerbaïdjan
du fait justement des de l'évolution de la situation. L'Iran a été attaqué, comme vous le savez, par Israël et a été considérablement affaibli. Sortons un petit peu de l'Arménie pour aller plutôt vers l'identité arménienne, donc la diaspora. Je voulais aussi en parler avec vous, puisque vous êtes non seulement de la diaspora, mais vous observez beaucoup aussi, vous analysez la diaspora arménienne. Comment est-ce que tout ce jeu politique, géopolitique s'inscrit dans la diaspora? Quelle influence ça a sur son identité? On a toujours séparé un petit peu l'identité arménienne d'Arménie de la diaspora. Elle s'est construite différemment en fonction de ce qui se passe au niveau local et ce qui se passe en dehors du pays même. Est-ce qu'on a un point de rupture entre ces deux communautés? Ou est-ce qu'il y a un pont, un lien qui reste uni? Alors, déjà, il y a un très grand paradoxe, c'est que l'Arménie s'est vidée et ça n'a pas renforcé la diaspora. Et la diaspora s'est épuisée. La formule n'est pas de moi, mais du catholicos Abraham Ier, qui est un peu le leader spirituel de la diaspora. Il n'a pas tort, puisque la diaspora n'a pas profité des ressources humaines de l'Arménie. Et l'Arménie n'a pas vraiment profité de ce que pouvait faire la diaspora, puisque la coopération diaspora-Arménie à l'époque des anciens, entre guillemets, était très très limitée. C'était le tourisme, c'est l'humanitaire et l'investissement sans impact. C'est les trois, si vous voulez, points de cette relation qui est très très insatisfaisante. Il n'y a pas de stratégie aujourd'hui en Arménie vis-à-vis de la diaspora. Il n'y a aucune stratégie, je dirais. Par contre, il y a une volonté de contourner les structures traditionnelles qui sont trop marquées politiquement, ou qui sont trop favorables justement à l'opposition, par d'autres qui n'existent pas encore, qui sont des structures ad hoc, qui sont des individus, soit motivés par un point de vue, je dirais, très très respectable, que l'Arménie, c'est l'État, donc on n'aide pas le régime, on aide l'Arménie. Très bien, ça c'est pas discutable. Et puis d'autres qui diraient, bah, nous on veut, si vous voulez, régler nos comptes avec nos ennemis de la diaspora, en demandant à Erevan d'être adoubé et de bénéficier donc de leur soutien officiel pour pouvoir exister socialement et publiquement. Ça, c'est plus dangereux parce que ces gens-là se fichent de l'Arménie. Ils sont motivés par des petits jeux de pouvoir. Et je dirais, ce qui m'inquiète aussi, c'est qu'en tout cas en France, c'est moins le cas aux États-Unis, la polarisation de la politique arménienne, c'est-à-dire entre les pros et les anciens, ceux qui ont un agenda pro-américain, ceux qui ont un agenda pro-russe, eh bien, elle se retransplante dans les clivages dans la diaspora arménienne de France. Mais encore une fois, il faut faire attention aussi, vu d'Erevan, au miroir déformant. C'est quoi le miroir déformant? C'est que vous voyez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la poubelle, hein, mais c'est aussi là où s'expriment bien sûr toutes ces opinions. Elles ne reflètent pas la majorité. Parce que la majorité, je vous dis, Annie, elle est dans une sorte d'apathie, voire d'indifférence et d'ignorance. C'est c'est un embryon, si vous voulez, qui s'agite pour ou contre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diaspora, elle n'a pas d'agenda, elle n'a pas de projet, elle n'a pas de vision. Alors la seule chose, moi je trouve positive, en tout cas en France, c'est qu'on va vers la démocratisation de la représentation des Arméniens de France avec cette décision du CCAF, le fameux Conseil de coordination, qui enfin se lance dans le jeu démocratique. Parce que c'est par des élections, par l'invitant tous les intéressés à présenter des listes pour concourir, pour être représentés. C'est très important parce que jusqu'à ce jour, la diaspora était très antidémocratique. Il n'y a aucun parti politique arménien traditionnel, à part au Liban, et au Liban c'est encore un peu complexe, n'a joué le jeu des urnes. Donc on a un décalage abyssal entre la représentativité, mais aussi le discours. Ce sont des gens qui ont un discours très suranné, très ghettoisé, et c'est très inquiétant parce que en fait, ce qui se passe, c'est que la diaspora, ce qu'elle a besoin. Je ne pense pas qu'elle a besoin de l'Arménie. Ce qu'elle a besoin, c'est d'éducation. Et la diaspora est très, je dirais, en dessous des enjeux parce qu'ils ne maîtrisent pas la complexité des enjeux qui bouleversent le monde arménien. Donc il faut commencer par ça, par l'éducation. Et une fois qu'ils auront monté en puissance, là, ils pourront être utiles pour l'Arménie. Je crois que la diaspora doit se concentrer sur elle-même et que l'Arménie doit être suffisamment mature et prudente pour ne pas se mêler des affaires diasporiques. Et la diaspora n'a pas à se mêler aussi. On n'est pas ressortissant arménien, on ne sert pas l'armée, on ne paye pas les impôts. De quel droit allons-nous donner des leçons? Donc ça aussi, c'est un sujet, un vrai sujet. Donc je pense que c'est une démarche de maturité qui doit être attendue pour que la diaspora puisse monter en puissance. Mais pour cela, il faut casser les égos et promouvoir une culture de l'intelligence collective. Et malheureusement, et en Arménie et en diaspora, on est loin du compte. Merci beaucoup Tigran pour cette conversation. Merci Annie. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.